Gilles Vernet. Au cœur des 14, 5 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays, une semaine chargée. Demain on parlera de la rentrée avec le recteur. Après-demain c'est le président de la CTG qui sera là, on parlera des projets pour la Guyane et puis la rédaction en fin de semaine pour analyser cette année 2020 et parler de 2021. Voici la semaine du Grand Forum. Aujourd'hui on parle de la vaccination, Covid-19, la vaccination. Clara Debord, directrice générale de l'ARS Guyane est notre invité, avec également le docteur Pierre Gazin. Et on va vous poser quelques questions. Est-ce qu'il fera partie des questions du débat? Un débat auquel vous participez, bien sûr, au 25 76 25. Mais vous avez l'habitude, laissez-nous le temps de poser des questions à nos invités. Et puis, en Facebook Live également, vous êtes déjà bien nombreux sur le Facebook Live. On va essayer de jeter un œil également sur vos questions. Mais je vous assure, j'en ai 18 des questions pour nos invités. Si vous me laissez le temps, ça devrait aller. Mais on a du temps pour ça. Clara Debord, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. De docteur Pierre Gazin, bonjour. Ça va aussi. Merci d'être avec nous dans le Grand Forum sur Radio Pays. Alors, effectivement, on va parler de la vaccination. Ma première question, avant de parler de la Guyane, parlons de ce démarrage, disons les choses franchement, raté du vaccin avec le gouvernement. Quand on voit ce qui se passe dans l'Hexagone, on craint le pire pour la Guyane. Clara Debord. Alors, la vaccination, la campagne était prévue pour démarrer mi-janvier, en France entière, mi-janvier. Je vous renvoie à tout ce qui avait été annoncé début décembre, qui avait d'ailleurs ému pas grand monde. Et puis là, il a été décidé d'avancer un petit peu, c'est-à-dire pour plusieurs établissements de démarrer un peu plus tôt pour roder un peu la logistique et voir si tout se passait bien. Et donc, j'ai envie de dire, c'est la stratégie qui a été définie, c'est de démarrer doucement pour bien sécuriser les choses, avoir le temps aussi de bien discuter, avec les patients, avec les familles, que tout le monde puisse se préparer pour que les choses se passent bien. Donc, a priori, les choses se passent comme elles avaient été prévues pour se passer, et la Guyane, comme le reste de la France, pourra bénéficier des doses à partir. Nos auditeurs, en faire assurer, apporter des réponses à leurs questions. Il y a plusieurs vaccins. Pourquoi l'un par rapport à l'autre? Quel est le vaccin qui sera notamment retransmis pour la Guyane? Pour l'instant, le premier vaccin qui arrive en Guyane, c'est le même que celui qui est utilisé en Europe. C'est une autorisation de mise sur le marché qui est commune à tous les pays européens. Pourquoi ce vaccin est sorti le premier? Parce qu'ils se sont plus pressés que les autres. Il y a aussi une raison commerciale derrière ça. Oui, c'est comme les fabricants de voitures. Il y a plusieurs fabricants de voitures. Celui-là, il a la particularité d'être tout à fait nouveau, puisque c'est une technologie déjà connue pour les vaccins dans le monde vétérinaire, mais nouveau pour les vaccins humains. Donc une nouvelle technologie qui permet de faire produire la protéine qui est vaccinante par notre propre organisme. La vaccination en Guyane, est-ce que nous sommes prêts? Quelle mise en place logistique? Qui en priorité? Il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on est prêt? Et la logistique? Alors on prend le temps de se préparer et de discuter avec les professionnels de santé, avec les professionnels des EHPAD, avec les élus. C'est tout ce travail qu'on va mener, qu'on va poursuivre au cours de la semaine, puisque les doses n'arrivant que le 12, ça nous laisse encore un peu le temps
de nous préparer. Donc là, vous donnez une information, les doses arrivent le 12. Voilà, le 12. Alors si c'est le 13, vous m'en voudrez pas. Non, pas du tout. Mais donc, mi-janvier, on aura vraiment les doses qui seront prêtes à être distribuées. Alors, vous l'avez vu aussi, la stratégie vaccinale. On ne parle que des personnes, des résidents des EHPAD et des patients d'unités de soins de longue durée. Et puis le gouvernement a décidé d'accélérer un petit peu la campagne et de faire profiter les professionnels de santé de plus de 50 ans de cette première phase de campagne immédiatement. Et donc ça, on l'a su il y a quelques jours, qu'on a la possibilité de proposer le vaccin aux professionnels de santé de plus de 50 ans. On ne l'avait pas prévu jusqu'à présent. On avait prévu que ça se passe en février seulement. Donc, on accélère un petit peu le travail et les futurs centres de vaccination sont en train d'être on imagine pensés. des endroits comme le PROG ou des endroits comme ça, non ? Pour le moment, pas forcément. On imagine plutôt de commencer par des centres de vaccination en milieu hospitalier. Oui. Pourquoi ? Parce que le vaccin, on pourra y revenir peut-être avec le docteur Gazin, demande des conditions de conservation très particulières. C'est vrai. Et donc, ce vaccin, il est pour le moment pas facile. On ne peut pas le transporter comme ça. C'est pas facile. Ça se fait, mais ce n'est pas facile. Et donc, comme au début, il y aura un nombre de personnes bénéficiaires relativement réduit, ça va permettre plutôt des centres de vaccination comme on a l'habitude. Le centre de vaccination de la fièvre jaune, par exemple, on sait que ça se fait chez certains médecins, dans certains hôpitaux, ça ne se fait pas partout, en pharmacie. Et chaque vaccin a ses différentes conditions de conservation, de distribution. Et donc, celui-ci a plutôt un fonctionnement qui est lié au mode hospitalier. D'accord, très bien. Allez, on s'imagine, le 12, les vaccins, ils arrivent. Comment ça, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui se passe dans l'EHPAD ? C'est quoi ? Le 15 ? Comment c'est quoi le circuit ? Le circuit est très simple. Le vaccin arrive, il est à moins 80 degrés quand même. Il reste à moins 80 degrés. Il peut rester 6 mois à moins 80 degrés. Il ne s'altère pas. Mais c'est des petits flacons, comme toujours pour tous les vaccins. Lorsqu'on sort le petit flacon, et donc il va monter à une température fraîche, une température de réfrigérateur, il a encore 5 à 6 jours de conservation. Mais c'est à la fois beaucoup et limité dans le temps. Absolument. On ne peut pas se balader avec son vaccin dans la poche et faire le tour de la Guyane avec. Donc c'est là où il faut de l'organisation. Mais comme on est en train de s'organiser, si le vaccin est bien disponible le 13, on peut vacciner le 14. Voilà. Ce sont les EHPAD au départ qui vont passer leur commande en fonction du nombre de doses qu'ils estiment nécessaires pour assurer la journée, la journée ou les 2-3 prochains jours. Donc ils commanderont le nombre de doses nécessaires en fonction de ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir comme demande, à la fois chez les résidents et ou leur famille, parce que bien sûr souvent les personnes en EHPAD ont besoin de leur famille pour prendre ce type de décision. Des familles sont totalement associées. Et puis les professionnels de santé, c'est pour ça que le travail de préparation est important, pour que chacun ait le temps de comprendre, de réfléchir, de discuter et de lire aussi les informations scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oh mon Dieu, j'ai vu une vidéo ce matin. Si on croit à cette vidéo, plus personne ne se vaccine. Mais on va peut-être y revenir. Je vous laisse finir. Voilà, donc c'est bien aussi d'avoir ce temps-là, sachant que le moment venu, quand les doses arriveront à l'EHPAD, par exemple, du CHOG, c'est-à-dire en gros le lendemain ou le surlendemain de leur arrivée, en tout cas quand l'EHPAD du CHOG les commandera, eh bien, les personnes qui se sont signalées à l'avance comme intéressées seront invitées à venir se faire vacciner, ou on les vaccinera dans leur chambre, si c'est les résidents. Et puis les personnes qui n'ont pas pensé avant, qui finalement ont changé d'avis et ont envie, pourront aussi, puisque les EHPAD commanderont un peu plus de doses que nécessaire pour qu'il y en ait pour toutes les personnes qui voudraient se faire vacciner dans la première phase. Très bien. On va équilibrer entre nos questions et les auditeurs pour ne pas prendre tous les auditeurs en même temps. Mettez le casque, chers mes invités. Allez, on va prendre nos premiers auditeurs et ensuite on va revenir sur nos questions. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, allez-y. Oui, bonjour, sur le plateau. Oui, bonjour, allez-y. Oui, alors, c'est juste pour porter un petit témoignage quand même. Parce que moi, j'étais l'un des premiers qui disait qu'il n'allait pas me faire vacciner.
Ah, mais j'ai un Vous avez changé d'avis. Oui, voilà, j'ai un beau-frère qui est infirmier en France. Il m'a expliqué les caractéristiques du médicament et qu'est-ce que ça fait. C'est ça le problème de l'État français, moi je pense, c'est d'expliquer à quoi ça sert le médicament et qu'est-ce que ça fait. Parce qu'il m'a bien dit que ça permet. Il m'a dit aussi, alors je vous poser la question, c'est la question que je voulais poser à ceux qui sont sur le plateau. Il m'a dit par contre, quand on a déjà des comorbidités, ça ne fait rien pour nous. Je veux savoir si c'est vrai ou non. Bon, il va répondre. Et merci pour le témoignage. Vous étiez contre, maintenant vous êtes pour. Bon, Donc, c'était l'inverse. Il était pour et maintenant il doute. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Ah, c'est ce qu'il. Heureusement que vous êtes là. Heureusement. Non, parce que il a son beau-frère médecin. Bon, d'accord. Alors, docteur Gaz. Mais non, là il y a une mauvaise compréhension. Les comorbidités. Qu'est-ce qu'on appelle les comorbidités? C'est les personnes surtout qui ont soit une surcharge pondérale, oui. Soit les problèmes pulmonaires, soit les problèmes cardiaques, soit les trois à la fois, parce que ça va souvent les trois ensemble. Oui. Et puis, c'est pas une maladie, mais c'est aussi l'âge, parce que plus on est âgé, plus on est fragile face à ce virus. Le fait d'être vacciné augmente vos chances de ne pas tomber malade, ou si vous tombez malade, de faire une forme pas grave de maladie. En aucun cas, les comorbidités sont un facteur d'exclusion, c'est au contraire un facteur de renforcement de la nécessité de se vacciner. Autrement dit, quelqu'un qui a 80 ans et qui serait bien en forme pour 80 ans, on le vaccine, on ne se pose pas de questions. Quelqu'un qui a 60 ans et qui est bien en forme, il n'est pas prioritaire pour le vacciner. Mais quelqu'un qui a 55 ans, qui est en surcharge pondérale, qui a un diabète de l'adulte, ce qu'on appelle le diabète de type 2, et une hypertension, et encore une fois, la plupart du temps, ces trois maladies vont ensemble, on le vaccine. Et c'est aujourd'hui la seule arme préventive. On n'a pas la même population qu'en France hexagonale, c'est Exactement, clair. oui. On a beaucoup moins de personnes âgées, puisqu'on est un pays jeune. Absolument. Mais on a aussi beaucoup plus de personnes diabétiques, beaucoup plus de personnes en surpoids, de personnes hypertension artérielle. Et on a vu sur les chiffres qui sont diffusés toutes les semaines sur la caractéristique des patients qui sont rentrés en réanimation en Guyane, qui sont rentrés, qui sont sortis, et parfois des personnes, hélas, décédées. On a eu, plus que dans l'Hexagone, des personnes, disons, plus jeunes, mais qui avaient une surcharge pondérale et un diabète, parce que c'est aussi la caractéristique de la population guyanaise. Ça c'est des informations importantes. Moi j'entends parfois des gens qui disent non mais nous les Guyanais, on est fort, on est solide et tout. On a des feuilles de kouachi, etc. Peut-être, mais on a aussi des fragilités qui sont caractéristiques de nos territoires, y compris chez nos voisins. Et il se trouve que ce virus, il s'attaque tout particulièrement à ces fragilités-là. D'accord. Alors, on va prendre 2 appels et ensuite, je serai obligé de bloquer le standard. On fait l'équilibre, chers auditeurs, vous avez l'habitude. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Bonjour, oui, c'est Gilles. Oui, allez-y, Gilles. Bon, moi, j'ai 2 questions. Bien sûr. La première question. Pourquoi ce vaccin-là, vous voulez d'abord l'utiliser dans les EHPAD? Première question, oui. Pourquoi sur les personnes âgées? Est-ce qu'on a déjà le corps n'a pas créé les anticorps? C'est 2 bonnes questions. J'avais prévu ça. Gilles, tu poses de bonnes questions. Parce que je l'ai eu et moi je vois pas que j'ai besoin du vaccin là. Ce sont des bonnes questions comme ça, c'est bien pour tous les auditeurs, ils vont avoir la réponse. Vous l'avez eu quand? Vous l'avez eu quand, Gilles? Je l'ai eu vers le mois de juin. D'accord. Merci, Gilles. Très intéressant. Alors, Docteur Gaz. Pourquoi on commence par les EHPAD? C'est que dans les EHPAD, par définition, ce sont des personnes âgées. Plus ou moins âgées, mais en gros, il y a rarement des personnes moins de 75 ans. Donc, c'est leur premier facteur de fragilité, c'est l'âge. La deuxième chose, c'est des personnes qui vivent dans des lieux fermés et qui sont encore plus fermés maintenant à cause de la maladie et à cause de toutes les mesures de précaution qu'on a prises pour limiter la transmission. Avec succès, puisqu'il n'y a pas de cas actuellement dans les EHPAD de Guyane. Mais il y a eu des cas dans des EHPAD de l'Hexagone avec des résultats extrêmement mauvais. Donc c'est la raison pour vacciner en premier les résidents des EHPAD et le personnel qui y travaille, parce qu'ils sont ensemble et ils forment une
petite communauté un peu close, donc faisons tout pour qu'il n'y ait pas le virus qui s'installe dans une EHPAD et qu'il n'y ait pas l'ambiance. Déjà, c'est un petit peu lourd en ce moment dans les EHPAD, mais si en plus de ça, il y a le virus, ça devient épouvantable. La deuxième question, si vous avez déjà eu le Covid et que ça a été confirmé, que ce n'était pas juste que vous avez eu une grippe, bien sûr. Vous avez eu le test qui est beaucoup de maladies virales, on l'a fait une fois et en principe on ne recommence pas. Donc faut-il se faire vacciner si on a déjà eu le Covid ? Non, ça c'est une autre question. Ce qui a été retenu, c'est que quand on sait qu'on a déjà eu le Covid, on ne fait pas le vaccin. Ok. Mais il y aura plein de personnes qui ont fait le Covid, qui ne le savent pas et qui vont se vacciner. C'est vrai. Eh bien, c'est pas grave. S'il n'y a pas de conséquences négatives, c'est pas mauvais pour eux. Bon, ben voilà, une réponse claire. Est-ce que vous avez fait un sondage, l'ARS, ou pas ? Les Guyanais veulent-ils se faire vacciner ? Madame Clara Debord. On n'a pas fait un sondage et en plus les gens ils ont le droit de changer d'avis. Oui, c'est vrai. Et que peut-être aussi l'échange qu'on a aujourd'hui, ça va amener des personnes à pouvoir encore réfléchir et puis se décider le moment venu. On peut ne pas avoir trop envie puis ensuite changer d'avis ou l'inverse. Votre auditeur tout à l'heure c'était un peu l'inverse. Oui. Donc non, on ne va pas faire un sondage. Moi, parce que ça change tout le temps. On le voit d'ailleurs. Ce que je peux garantir, c'est que en respectant l'ordre de priorité, nous aurons les doses nécessaires. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de faire que toutes les personnes qui veulent se faire vacciner puissent se faire vacciner en respectant un ordre de priorité, puisqu'on tient à protéger d'abord les personnes qui ont le plus grave, le plus gros risque d'être hospitalisées, voire de mourir. Parce qu'il faut se dire les choses clairement. On a eu la chance en Guyane. Le virus n'est pas rentré dans aucun de nos 4 EHPAD. On a eu peur plusieurs fois. Je vous rappelle, et on a eu une aide-soignante, hélas, qui est décédée du Covid. Grâce à la chance aussi peut-être, le virus n'est pas entré dans nos EHPAD. Ça veut dire que les personnels, les résidents des EHPAD ne sont pas immunisés non plus. C'est aussi ça que ça veut dire. C'est que ils sont un peu prêts à être touchés lors des vagues suivantes. Donc, on a un bénéfice d'autant plus important à proposer aux résidents des EHPAD, cette arme inouïe que les EHPAD de métropole auraient aimé avoir lors de leur première vague. Donc, voilà, il y a vraiment un enjeu de risque très important, presque immédiat et qui est bien documenté, que nous connaissons bien, un risque de maladie grave, voire de décès pour les personnes qui sont en EHPAD et puis de transmission, comme l'a dit le docteur Gazin. Les autres personnes viendront plus tard et notre travail, c'est de faire qu'à tout moment, quelqu'un qui voudra se faire vacciner puisse se faire vacciner facilement. Très bien. Allez, je vais prendre 2-3 appels sur cette thématique-là. Est-ce que vous voulez vous faire vacciner ? On va juste prendre 2-3 appels là-dessus, sauf si vous avez d'autres questions, bien sûr, à poser à nos invités. Ensuite, on passera à le thème concret, la première injection, puis la deuxième. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Aimé. Bonjour Aimé, allez-y. Oui, je pose la question. Soyons clairs, parce qu'il y a du cafouillage sur les plans de communication. Ah bon? Et pourquoi le ministère de la Santé ne met pas une procédure en place, une formulaire en place, envoyée à tous les citoyens français, que ce soit au niveau territoire, qu'on met en place, mettre une formulation plus claire en matière de communication, ça voulait dire. Donc vous voulez, j'essaie de bien comprendre, vous avez compris la question ou pas? Un formulaire pour... Et on fait quoi avec ce formulaire-là? Le ministère de la Santé, il met les formulaires en place, ça veut dire que les gens remplissent, c'est confidentiel, et puis c'est envoyé à l'AS, et puis l'AS fait un niveau de sondage qui peut mettre en application. Parce qu'il y a Ah d'accord, ok, Aimé, merci beaucoup. Le ministre de la Santé s'est exprimé ce matin sur ce sujet. Oui, chez des collègues à vous, je crois que c'était chez Absolument. RTL, il me semble. Et il a annoncé le travail en cours sur la création d'un système de prise de rendez-vous, c'est-à-dire en fait de réservation. Donc pas un formulaire papier, parce que franchement oui, c'était RTL, on avait parlé ce matin. C'est ça,
c'est chez RTL. Donc le travail est en cours. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, on aura quelque chose. C'est sûr que ça fait partie des choses que moi je trouverais vraiment intéressantes, que les gens volontaires qui ont envie de se faire vacciner se signalent et puis puissent réserver un créneau quand ça sera leur tour, pour ne pas avoir à attendre, pour que ce soit facile. Et puis le moment venu, s'ils ont changé d'avis, ils ont changé d'avis. Oui, c'est dans l'actualité en ce moment. Mais voilà, on va certainement travailler. C'est tout ce temps. Ça évolue tous les jours. Oui, tous les jours. Oui. Ça permet aussi d'avoir tout ce temps pour que le moment venu, quand il faudra vacciner ce qu'on appelle la population générale, absolument, on soit vraiment bien équipé pour qu'il n'y ait pas de file d'attente et des gens qui s'agacent parce qu'on n'y aurait pas travaillé avant. Allez, deux auditeurs. Par rapport aux documents signés, il n'y a pas de signature qui est demandée. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsque vous allez chez un médecin pour soigner n'importe quelle maladie, il vous explique ce qu'il va faire et vous êtes implicitement d'accord et vous avez le droit de refuser. Bien sûr. Pour une vaccination, quand vous vous faites vacciner contre la grippe ou chez les enfants pour les maladies infantiles, vous signez pas de papier. Il y aurait un côté un peu méfiance de faire signer un papier. J'entends. Donc, ce qu'on cherche, c'est que les personnes soient convaincues et qui dit, moi je veux être vacciné. Voilà, ça suffit. Okay. Il n'y a pas de document signé. Comme la grippe. En fait, on a l'habitude de je veux pas. Grippe. Voilà. 25 76 25. Hop, eh ben ici alors. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y. Baissez le volume de la radio. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, Madame Debord est désignée par un ministère, c'est ça? Tout à fait. Le ministre de la Santé, oui, bien sûr. Oui, ministre de la Santé. Je voudrais savoir combien de personnes du ministère de la Santé s'est fait vacciner. Et est-ce que Mme Debord s'est fait vacciner déjà? Parce qu'elle fait la pub pour le vaccin. Le moment, elle devait se faire vaccer, nous montrer l'exemple. Et peut-être après... Comme ça, tout le monde aura envie. Ok. Oui, c'est ça. Parce qu'elle fait la pub pour un vaccin, que tout le monde se méfie. Et je suis sûr, jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas fait vacciner. Elle va nous dire. Alors moi, j'aimerais me faire vacciner. Si demain, il y avait des vaccins, ou même cet après-midi, ou même tout à l'heure, j'aimerais me faire vacciner. Et promis, je ferai une photo. Non, mais on viendra faire en live. Après, en live, comme ça donnera envie, ça donne confiance. Je vous informe que j'ai moins de 50 ans. Et que mais dès que je suis dans la cible et dès que les moins de 50 ans sont concernés, je serai la première à me faire vacciner. J'ai 26 ans. Et je n'aurai aucun problème à le faire et à le présenter devant les médias. Mes parents qui sont dans la cible vont se faire vacciner dès qu'ils peuvent. Ils ont 75 et 76 ans aujourd'hui. Ils écoutent Radio Pays et ils vont se faire vacciner dès que possible. Mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, toutes les personnes autour de moi qui sont dans la cible vont se faire vacciner, oui. Très bien. Comment ça va se passer une fois que les vaccins seront en Guyane, on rappelle le 12, 13, enfin, comment ça se passe concrètement? Première injection, ensuite on revient faire la deuxième, combien de temps après? Comment ça se passe? On ne revient pas puisque les vaccinations vont se faire dans les EHPAD. Donc c'est les équipes de soignants des EHPAD, les médecins référents ou les médecins traitants des résidents des EHPAD, éventuellement les médecins du travail dans le cas du personnel, qui vont gérer la vaccination dans l'EHPAD. Donc on n'a pas besoin de sortir de l'EHPAD. Absolument. C'est la vaccination qui vient à vous. Pour le personnel soignant hors EHPAD, donc en particulier le personnel des hôpitaux, va être organisé des lieux de vaccination à l'intérieur des hôpitaux pour le personnel soignant. Le personnel soignant, c'est pas que les médecins, c'est toutes les personnes qui ont des activités de soins à l'intérieur de l'hôpital, en particulier toutes les personnes qui sont au plus proches, au contact immédiat des personnes souffrantes, tous les aides-soignants. Donc voilà, et on fait la première 3 jours près, on fait la deuxième, on fait le rappel. Rien d'original, c'est beaucoup d'accès on fait comme ça. Rappelez-vous quand vous amenez vos enfants faire les vaccinations des premiers mois de la vie. C'est pareil. Très bien. Y a-t-il, avant les prochains auditeurs, soyez patients, y a-t-il des gens qui ne peuvent pas prendre ce fameux vaccin à cause de maladies, effets secondaires? Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la fièvre jaune, par exemple. Est-ce qu'on a assez de recul là-dessus ou c'est compliqué? On n'a pas beaucoup de recul. Assez de recul, On n'a pas beaucoup de recul. On peut imaginer quelqu'un dont l'immunité est très très défaillante. Quelle que soit la raison de l'immunodéficience, qu'on ne le vaccine pas. Mais il faut savoir aussi que cette personne est particulièrement fragile par rapport à la maladie. Donc c'est difficile de mettre une balance aujourd'hui. Difficile de répondre aujourd'hui. 25 76 25, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y.
C'est Zadkiel à l'appareil. Bonjour Zadkiel. Une petite question justement avec ce que le monsieur vient de dire sur le recul concernant les vaccins. Oui. Je voudrais avoir leur avis sur ce qui se dit par les experts au niveau du gouvernement sur la réalité en fait du vaccin. On cherche effectivement à nous protéger du virus, mais que en réalité, il ne va servir à rien. Et qu'on pourra quand même, donc je vais savoir si c'est vraiment vrai, on pourra quand même tomber malade après s'être fait vacciner. Est-ce qu'on pourra quand même le transmettre? Est-ce qu'il y aura des effets secondaires et autres? Et justement, il parlait de recul. On en a très peu dessus. Qu'est-ce qu'il en est en fait de ça? On va avoir un sentiment dessus. Au test, il y a plusieurs mois de ça, on nous parlait que si jamais on avait une suspicion ou si justement le cas était avéré que la personne elle était positive, qu'il fallait attendre un délai de 15 jours, de s'isoler pendant 15 jours. Pourquoi depuis peu, je vois un peu partout qu'il faut attendre finalement qu'une semaine. Ça, c'est une autre question. Que je constate sur les médias et dans différents oui, partout, médias. Oui. Ouais, voilà. Oui, les recommandations ont il y a changé. quelques mois, c'était 15 jours. Et pourquoi maintenant, ce n'est plus qu'une semaine? Bon. Dernière chose. Vous vous rappelez des deux questions? Allez-y. Dernière. Bon. Comment étaient en fait les personnes qui se font tester, qui sont positives dans un premier temps et négatives en fait dans un autre? J'ai plusieurs cas de proches qui se sont fait tester dans des laboratoires différents, positifs dans l'un, négatif en fait dans l'autre. Pas forcément, voire pas du tout justement de symptômes, ni de malades ou autres, ou dans certains cas de figure, pareil, j'ai un proche qui avait, après s'être fait tester positif, mais finalement, après visite à nouveau chez le médecin, c'était finalement qu'une bronchite, qu'une grippe ou autre, ou on ne sait pas finalement ce que c'était, mais ça n'était pas le Covid. On les laisse répondre? Vous vous rappelez des 3 questions? Oui, ok, 3 super. questions. Là, merci. C'est un auditeur merci Zadkiel. qui a préparé bien des questions. Absolument. L'essentiel, la réflexion très juste sur a-t-on du recul sur la vaccination? La réponse est non. On l'a fait, qui a été testé à peu près sur 30 000 êtres humains au cours de l'année 2020 et dont la vaccination de masse a commencé en décembre seulement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Israël, et qui est en train de se développer dans le monde entier, mais pas dans le monde entier, dans un certain nombre de pays, parce que tous les pays au monde n'utilisent pas le même vaccin. Le vaccin dont on va disposer ici, il est maintenant largement diffusé donc, dans ces 3 pays que je viens de citer, et il est en train d'être diffusé dans les autres pays européens. Est-ce qu'on a du recul? Non, on n'a pas le recul, par définition. On a quelques semaines de recul, ce qui est très, très, très court. Est-ce qu'il n'y aura aucun effet secondaire? On ne peut pas l'affirmer. Ce qu'on peut affirmer, c'est que si on fait la balance entre le risque de la maladie, important, et important lorsqu'on est âgé, avec les comorbidités et tout ça, on ne va pas revenir, et le risque d'effet secondaire du vaccin, il n'y a pas de discussion. L'avantage, c'est le vaccin. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas plus compliqué. Deuxième question. Alors, la deuxième question, c'était... Vous savez, il y a eu une polémique, comme ça, vous allez retrouver votre question. D'accord. Au moment de la ceinture de sécurité. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'étais très petite. Ouais, je me rappelle. Il y a des risques à mettre la ceinture de sécurité. Parce que dans certaines situations, dans certains types d'accidents, ça empêche le conducteur de sortir de la voiture. Véhicule. Donc il y a des risques à mettre la ceinture supplémentaire. Donc en fait, c'est toujours une analyse entre les différents risques. Est-ce que le risque est très fréquent ou très peu fréquent? Eh bien, le vaccin, même si on ne connaît pas tous les risques, il est très probable, très très fortement probable qu'il soit beaucoup moins important que les bénéfices, comme la ceinture de sécurité. Très bon exemple. Alors, deuxième question. Le temps d'isolement des personnes connues comme positives. C'est vrai qu'au début, on a parlé de 2 semaines, on a inventé le mot quatorzaine. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Et puis, on s'est aperçu que finalement, dans la grande majorité des cas, au bout de 7 jours, on n'est plus porteur du virus. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, on ne l'est plus. Donc, pour alléger un petit peu toute cette lourdeur de l'isolement, on a ramené l'isolement à 7 jours
sauf complications, situations particulières, etc. Mais en général, une personne qui est testée aujourd'hui porteuse du virus, qu'elle soit ensuite malade ou pas, généralement, au bout de 7 jours, cette personne n'est plus porteuse du virus. Et donc, ça revient aussi à la troisième remarque sur les tests. Si vous faites un test positif un samedi et que vous étiez peut-être déjà porteur du virus depuis 2-3 jours, ça, vous ne le savez pas, et que vous refaites un autre test le jeudi suivant, c'est tout à fait possible qu'il soit négatif sans qu'il y ait d'erreur. À côté de ça, il peut y avoir des erreurs dans le test, non pas tellement la technique, parce qu'elle est très, très rodée, très mécanisée, très automatisée, mais tout simplement au niveau du prélèvement dans la narine. C'est un geste qui est désagréable. Donc si on le fait un peu trop, si on le vient, on passe pas à côté. J'ai fait plusieurs tests. Il y en a, c'était rapide, d'autres, il reste 10 à 15 secondes dans votre nez. Ça dépend de l'acharnement du préleveur. J'ai failli repousser l'infirmière. Faut pas les frapper. Non, jamais. Il y a plein de questions. Vous pourrez revoir le Facebook Live. Je repose la question parce que sur le Facebook Live, combien de personnes seront concernées par la première phase en Guyane? Vous avez déjà répondu, mais est-ce que vous pouvez nous redire? C'est d'abord les EHPAD. Oui, et ensuite les auditeurs. Les EHPAD et l'USLD, l'unité de soins de longue durée, et leur personnel, c'est environ 250 personnes auxquelles on va proposer le vaccin. On aura plus de doses que 250, ça tombe bien, comme ça, on va pouvoir faire profiter les professionnels de santé de tous les secteurs. Ambulanciers, infirmiers qui travaillent en libéral, masseurs kinésithérapeutes, tous les professionnels de santé de Guyane, quel que soit leur mode d'exercice, ceux qui travaillent en clinique privée aussi bien sûr, dès lors qu'ils ont plus de 50 ans, ils font partie de la cible prioritaire et ils pourront très rapidement se faire vacciner. Très bien, ça c'est pour ceux qui ont pris l'émission en cours. 2 auditeurs et ensuite on revient. 25 76 25. Allô, bonjour, merci de votre patience. Ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, alors moi je voudrais savoir, le vaccin, on est pour ou on est contre, chacun choisira, parce que ce n'est pas devenu obligatoire pour l'instant. Mais je pose la question quand même à Madame Debord, est-ce que, par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça va pas devenir obligatoire dans la mesure où on va voyager. Par exemple, comme le vaccin contre la fièvre jaune, il est obligatoire pour venir en Guyane, sinon on ne vient pas en Guyane. Alors, est-ce que ce vaccin ne va pas devenir obligatoire pour voyager? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, et de toute façon, nous n'avons pas assez de doses. Donc, on n'a pas assez de doses pour le rendre obligatoire. Voilà, c'est clair. Donc, ça veut dire pas assez de doses, ça veut dire que toute la population guyanaise ne sera pas vaccinée, même si elle le voulait. Pour le moment, nous n'avons pas assez de doses en France et dans le monde pour vacciner tout le monde et rendre obligatoire ce vaccin. Pour le moment, nous n'avons pas assez de doses. Voilà la réponse. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. 25 76 25 ici. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allez-y. Bonjour Gilles, meilleurs vœux, Madame Debord. Bonjour. C'est Enrica. Ma question, notamment sur le vaccin. Effectivement, la première population qui doit être vaccinée sont les personnes âgées. Madame Debord, vous avez parlé que de l'organisation au niveau institution. Mais les personnes âgées à domicile, quelle organisation est mise en place pour ces personnes qui souhaitent se faire vacciner? Alors, ça sera la deuxième étape. Là, pour le moment, on est vraiment en train de parler de la première, celle qui débute, si vous avez bien suivi, le 12 ou 13 ou 14 janvier. Et la deuxième étape, c'est-à-dire les personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD, ça sera donc la deuxième étape qui devrait arriver fin janvier, début février, sur des modalités qui ne sont pas encore complètement définies. J'ai presque envie, justement, j'avais posé la question, les familles doivent prendre contact avec vous, enfin, tout ça, ça se met en place? Pour ceux qui sont à la les maison, professionnels de santé de plus de 50 ans, on va les contacter en direct par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles, de leurs employeurs, etc. Donc ils seront au courant aussi, médecine du travail. Oui, bien sûr. Pour les personnes qui ne sont pas en institution, eh bien, nous allons voir comment travailler. Déjà, on va en parler aussi aux élus et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de relais et de gens qui connaissent bien la population. On a vraiment un petit peu de temps encore pour s'organiser. Et puis, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, le ministre de la Santé qui a annoncé un système peut-être qui sera installé de type prise de rendez-vous. Absolument. Qui permettra aussi aux personnes de se signaler comme volontaires, même si ce n'est pas encore tout à fait leur tour. Tout à fait. Ça peut être intéressant aussi. Très bien. Voilà pour la réponse.
Merci. Merci beaucoup. 25 76 25, on prend encore 3 appels avant de bloquer. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Bonjour Gilles, bonjour à tes invités. Bonjour. Simplement, je voulais savoir que si c'est pas entre la grippe A et le coronavirus, est-ce qu'ils ne sont pas de la même famille? Parce que j'ai un document... La quoi? La même famille. Est-ce qu'ils ne sont pas de la même famille? Entre quoi et quoi? Grippe A. Ah, la grippe A, c'est la grippe A. Ah, excuse-moi, ouais, vas-y, oui. Parce que j'ai un document qui date depuis 2009. On a les mêmes recommandations. Se laver les mains, se moucher avec... à l'époque, c'était avec une serviette, un papier. Mais juste pas les masques. Pardon? C'est juste le masque qui change. Exactement, voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'ils ont trouvé le bon vaccin pour le moment? Que moi, piqûre de cheval, quand disait, là, pour moi, je trouve que c'est bon, d'ailleurs. Ah, pour vous, c'est bon. Vous avez quel âge, mon cher auditeur, si je peux me permettre? Ah, j'ai 70 ans. Oui, le vaccin, 78. Vous voulez vous faire vacciner ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Rapidement, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai mes médicaments, je me sens... C'est pas la peine. Bon. Je suis déjà immunisé comme Immunisé. Immunisé avec tous mes produits locaux, là. D'accord. Voilà. Très bien. Docteur Gazin. Les mesures de précaution pour arrêter, pour empêcher la transmission du virus de la grippe particulier de 2009 qui avait fait très très peur, et actuellement du virus de la Covid, c'est exactement les mêmes mesures. C'est se laver les mains, c'est garder les distances, c'est mettre le masque. C'est vrai qu'en 2009, on n'a pas préconisé de mettre un masque. C'est pas dans nos traditions. Mais dans le même temps, tous les Asiatiques... Il n'y avait pas autant de décès. Et il n'y avait pas autant de décès. Mais dans le même temps, tous les Asiatiques portaient un masque. C'est plus une question d'habitude. Bon, maintenant, ça y est, les masques sont rentrés dans nos habitudes. Peut-être un tout petit peu avec du retard, mais continuons tant qu'on n'a pas éliminé cette épidémie. Mais c'est pas les mêmes vaccins, c'est pas les mêmes virus, mais c'est les mêmes mesures de précaution parce que ce sont des virus qui se développent dans les voies pulmonaires et qui vont passer par la parole, par votre contact et par les mains aussi. Dernier auditeur, ensuite on bloque. Allô, bonjour, allez-y. Oui. Allô. Oui. Oui. J'avais une question à poser et j'aimerais vraiment la réponse honnête de Madame de l'ARS. Pourquoi pharmaceutique, ils ont signé une clause qui font que si ça ne va pas au niveau des vaccins, on a parlé de recul précédemment, qu'ils se lavent les mains. C'est-à-dire que vous allez voir avec vos États respectifs. Alors moi, j'aimerais savoir quelles garanties on donne aux Guyanais par rapport à Pfizer, Moderna, les vaccins qui sont en cours à moins 80 degrés, qui doivent être conservés, vers qui le recours aura lieu, puisque s'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de la santé de la population, par rapport à ces vaccins, bien entendu, puisque on va se tourner forcément vers les États, nos États respectifs, que ce soit le tribunal administratif ou autre, mais on n'a aucune garantie là-dessus. Alors, quelle est sa réponse au niveau de cette garantie, puisque voilà. On a compris la question. Oui, merci. Merci beaucoup. On va peut-être répondre à deux voix. Oui. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt un progrès qu'on a eu au cours des dernières années, suite même à des scandales qui n'ont rien à voir avec les vaccins, comme l'amiante par exemple, où l'État se substitue à tous les autres interlocuteurs qui parfois mettaient beaucoup de temps pour compenser un accident. Et le fait que ce soit l'État qui garantisse les indemnisations s'il y a des soucis, c'est plutôt un progrès. C'est pas du tout le fait de se laver les mains. C'est que justement, le patient, si vous voulez, qui aurait eu un problème, n'a même pas à se retourner contre un laboratoire qui est, je sais pas où, aux États-Unis. Il a la garantie de pouvoir être soutenu. Donc, c'est vraiment des choses qui ont été gagnées par les associations depuis longtemps. C'est pas du tout à interpréter dans l'autre sens. Vous voulez rajouter? Rien à ajouter. D'accord, très bien. La prise en charge de la vaccination, c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est gratuit, dites-nous. C'est tout gratuit. C'est tout gratuit. C'est tout gratuit, même pour les personnes qui n'ont pas de droit. C'est gratuit puisque ça fait partie de la santé publique. En France, c'est gratuit. Tout à fait, en France, c'est gratuit. En France, c'est gratuit. Très bien. La fameuse question sans réponse. Ouais, je vous pose une question, je sais que vous n'avez pas la réponse, parce que pour l'instant, il n'y a peut-être pas assez de recul. Une fois qu'on est vacciné, c'est bon?
Impossible d'avoir la Covid-19. On n'a pas la réponse puisqu'on n'a pas de recul. Je me suis dit, j'aurais peut-être un scoop ce matin. Mais non, on n'a pas de recul. D'accord, mais donc, très sérieusement, oui, bien sûr. Très sérieusement, au moins pour les 6 mois qui viennent, on est tranquille. Oui. Certainement, probablement sur le long terme. Mais pour l'instant, on peut juste dire probablement. Voilà. Après, il faut garder notre calme et garder raison. Oui, bien sûr. Certains peuvent se rappeler, même si aucun de nous ne l'a vécu, la situation de la grippe espagnole en 1918. Elle n'avait rien d'espagnol, mais elle a été horrible. Millions de morts. Moi, elle a disséminé une partie de ma famille. Ma grand-mère, qui est décédée maintenant, s'en souvenait et m'en avait parlé. Plusieurs sœurs, tantes qui sont décédées après la moment de la grippe espagnole. En plus, là, ça tuait des gens jeunes. Il y a eu 2 vagues en Europe, deux vagues épidémiques en 18 et 19, qui ont tué énormément, et puis la maladie a disparu, et qui aujourd'hui se soucie. Ces virus extrêmement agressifs et aussi extrêmement transmissibles font des dégâts, mais à un moment ils disparaissent. Vous avez des informations sur Comirnaty, le vaccin Pfizer, BioNTech? À quoi ça sert exactement ce vaccin? Je vois ça partout sur Internet. On peut avoir des infos là-dessus ou pas? Non? Comment fonctionne le vaccin Pfizer BioNTech? Oui. Alors, on va répondre là aussi à 2 voix. À 2 voix, oui. Le vaccin Pfizer BioNTech, il est intéressant parce qu'en fait, il signale à votre corps la carte d'identité du virus. Presque un peu le portrait robot. Il envoie un message, cet ARN messager envoie un message à votre corps, comme quoi le virus Covid, il a une peau qui ressemble qui a telle couleur, si vous voulez. C'est comme un portrait robot, donc c'est pas très précis, etc. Mais c'est suffisant pour amener votre système immunitaire à se préparer au moment où il verra ce méchant arriver. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les vaccins précédents, on envoyait le malfrat, on a bien compris. On envoyait le malfrat, soit on l'avait tué, on envoie un virus tué, soit on l'avait affaibli, on a envoyé le malfrat, mais on lui a cassé les pattes. Et on vous l'envoie dans le corps, soit on vous envoie des bouts. On vous envoie le bras, la jambe du malfrat dans le corps. Et ces 3 techniques permettaient à votre corps de se préparer à l'arrivée du malfrat en vrai. D'accord. Là, la différence, c'est qu'on vous envoie du malfrat, ni le malfrat affaibli. On vous envoie la carte d'identité. C'est-à-dire qu'on vous envoie dans le corps, attention, le coronavirus, il ressemble à ça. Et c'est votre corps qui, du coup, fabrique l'image un peu en 3D du malfrat et qui habitue votre système immunitaire qui, du coup, quand il va le voir arriver, va le reconnaître, sera prêt et va lui taper dessus. C'est un tout petit peu technique, mais on a tout compris. Oui, mais voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est une nouvelle technique vaccinale. On n'injecte pas le virus. C'est ça. On injecte le tout petit morceau d'ARN messager qui va faire produire une protéine du virus. D'accord. Pendant un temps limité. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler sur très très long terme. Ces ARN qu'on va nous injecter dans le vaccin vont nous faire produire cette protéine du virus pendant un temps limité, pas pendant très longtemps. Mais en principe, après, on garde la mémoire de cette protéine. C'est-à-dire la peau. Quand on dit la protéine virus, c'est un peu, je simplifie, mais c'est un peu la peau du virus. Le corps ne fabrique pas le virus. Le corps fabrique un peu le type de peau ou d'odeur, je ne sais pas, du virus pour habituer votre système immunitaire à cette peau, à cette odeur. Et le jour où il voit cette peau, il sent cette odeur, paf, il attaque. Si les gens sont malades, est-ce qu'on les vaccine? Alors, comment on se fait? Il y a un test d'abord, on regarde le résultat, on vaccine pas? Comment ça se passe? Ça, c'est pour ça qu'il y a, avant chaque vaccination, une consultation médicale. C'est le médecin traitant, qu'on soit dans les EHPAD ou ultérieurement, lorsqu'on ne vaccine pas, en fonction de l'état général. Peut-être que quelqu'un qui est en pleine crise d'une mauvaise grippe ou d'un paludisme, même s'il n'y en a plus beaucoup ici, on va attendre quelques jours pour le vacciner. Voilà. D'accord, très bien. 2 mots sur les tests. Quelle est la politique des tests aujourd'hui en Guyane? J'imagine qu'elle a évolué par rapport au vaccin ou rien n'a changé, Clara Debord? Non, de ce côté-là, ça n'a pas changé. On encourage toujours les personnes à se faire tester au moindre doute, c'est-à-dire bien sûr quand on a des symptômes, quand on a été en contact
avec des personnes positives, mais aussi plus largement quand on a pris des risques. Parce qu'on sait, même si on recommande de ne pas en prendre, on est tous des êtres humains, on a tous parfois besoin de retrouver nos proches, voilà. Et si on a pris des risques, eh bien, on se fait tester si possible avant et surtout après. On a pris des risques, on évite d'en multiplier, c'est-à-dire si on a fait un repas un jour, on évite de faire des repas les lendemains, le surlendemain et le surlendemain. Donc en fait, on invite chacun vraiment à se prendre en charge et à ajuster vraiment son mode de vie, à la fois en respectant les mesures barrières, mais aussi en sachant sa situation. En fait, moi, je crois beaucoup au fait que quand les gens connaissent leur positivité, il n'y a pas besoin de leur raconter. Ils savent comment. Ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire. Ils ont un comportement responsable. Il y a quelque chose qui a fait un peu paniquer la planète avec ces fameuses mutations du virus. Faut-il craindre cette fameuse mutation du virus et puis le virus ça mute, ça c'est une chose qui est normale. Nous aussi on mute, mais nous on une génération humaine c'est 25 ans. C'est ça. Le virus c'est quelques jours, donc il va beaucoup plus vite. Il y a des mutations, il y a cette mutation qui a été observée en Grande-Bretagne qui ne le rend pas plus agressif en termes de maladie, mais qui le rend plus transmissible. Oui, il faut la redouter. On n'a pas de ce variant n'a pas été observé pour l'instant en Guyane, mais bien sûr, il y a un risque qu'un jour il arrive. Et il y a ce variant en Grande-Bretagne, il a été trouvé aussi en Afrique du Sud. Oui, le risque existe qu'il arrive ce variant qui est encore plus transmissible que le variant dominant. 25 76 25, allô, bonjour. Oui. Allons-y. Oui, une dernière question là pour bien moi. Sûr, bien sûr. C'est quoi un virus? Parce que moi j'ai mon BEP sanitaire devant moi qui me décrit tout, mais j'ai l'impression quand vous posez souvent cette question, hein? Vous posez souvent cette question. C'est quoi un virus? Parce qu'il n'y a pas de réponse puisque on dit que c'est un microbe. Après un microbe c'est une bactérie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bactérie? Qu'est-ce que c'est qu'un microbe? Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Bon, allez, une réponse pour notre auditeur. Quand c'est un microbe, c'est que c'est petit, qu'on le voit pas avec les yeux. C'est la seule chose que ça veut dire. Il y a les bactéries qui sont des organismes déjà très très développés, très complexes, unicellulaires mais complexes. Et puis en dessous, beaucoup plus petits, pas visibles au microscope, il y a les virus. Et les virus ne sont pas des organismes complets. C'est des organismes qui contiennent du matériel génétique, mais qui ne sont pas complets, qui ne peuvent pas se reproduire tel quel. Et leur but, c'est comme pour nous tous, c'est de se reproduire. Donc ils vont rentrer. Mais il y a aussi le virus pour les plantes. Il va rentrer dans le noyau de l'être qui va parasiter, il va se mettre dans son génome et il va faire produire au génome parasité des enfants, des virus égal à lui-même. C'est ça la vie du virus. Alors on peut se dire, quelle invention horrible. C'est pas l'être humain qui a inventé les virus. C'est comme ça, c'est dans la nature. Ce sont des millions de virus qui existent et qui ont participé à l'évolution aussi générale. Ça fait partie de la complexité de la vie. Il y a des virus. L'immense majorité des virus nous font rien du tout. Un tout petit groupe nous font des maladies bénignes. Et puis, alors, un tout petit groupe provoque des maladies qui ne sont pas bonnes chez nous, comme il y a des virus en élevage animal, mais aussi dans la faune sauvage et aussi dans les plantes. Voilà une réponse pour notre auditeur qui a souvent posé la question. J'espère que là, il a la réponse vraiment à la question sur un virus. Avant de revenir sur la vaccination, je voudrais revenir notamment sur ces chiffres qu'on voit chaque jour, Clara Debord. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ces chiffres entre le nombre de tests et les résultats positifs qu'on voit chaque semaine dans tous les médias? Est-ce qu'on est bien dans un équilibre? Ça monte, ça descend? Il faut craindre des choses? On est bien ou pas? On est plutôt toujours sur une pente qui monte. Une pente qui monte. On n'est pas encore sur la pente qui descend. D'accord. On est sur une pente qui monte. Comme on a eu des fêtes avec des nombres de tests qui ont diminué pendant les fêtes. D'abord, ils ont augmenté parce que beaucoup de gens ont voulu se faire tester. Des fêtes, la période des fêtes. Là, plus on va s'éloigner des fêtes, plus la pente va être représentative de la situation. Et le nombre de cas qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est 123 cas de plus en 24 heures. C'est vraiment beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. On n'a pas encore atteint le pic. 25, 66. Mais il y a très peu de gens en réa.
Il y a très en peu Guyane. de gens en réa. Il y a une explication. Il y en a 5. 5 aujourd'hui. 5 aujourd'hui, et pour vous, c'est à peu près stable, mais voilà, d'accord. C'est 5 de trop. C'est 5 de trop. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, je voudrais savoir, quand on a pris le vaccin, est-ce qu'il faut mettre les masques? Très bonne question. Oui, c'est vrai, ça. Quand la population sera immunisée contre le virus et que ce virus disparaîtra, certainement qu'on enlèvera les masques. Mais à titre individuel, c'est encore trop tôt. Gardons-le. Pour indiquer aux personnes, c'est dommage parce que ça serait un super argument. Ne mettez plus de masque, ne vous lavez plus les mains, c'est bon, vous êtes vacciné. Non, même quelqu'un de vacciné, par exemple, avec ses mains, il peut toucher du virus et puis le donner aux voisins. Donc, si vous êtes la seule personne à être vaccinée dans une population, ça n'a aucun intérêt. Le risque continue à être important. Et puis, on l'a dit aussi, être vacciné, c'est pas une garantie à 100% de ne pas tomber malade. C'est une très forte chance qui est donnée de ne pas tomber malade ou de tomber malade moins gravement. Donc, gardez le masque. Mais pour le moment, il est hélas trop tôt. D'actualité. Merci pour la question, chère auditrice. Très bonne question. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne ici. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Madère. Allez-y. Ça fait un moment que je voulais vous poser une question. C'est à savoir, comment vous pouvez expliquer que ce virus, ce fameux virus, qu'on en parle beaucoup, qui fait beaucoup de dégâts d'ailleurs, comment ce virus s'est installé, comment il a fait pour s'installer en Guyane, quand on voit sur la géographie l'Europe et l'Amérique du Sud, qui n'a rien à voir. Et comment vous pouvez expliquer que ce vaccin que vous voulez, et dire que les gens, s'ils veulent prendre, ne pas prendre, enfin c'est le président de la République qui l'a dit, comment on peut effectivement penser que ça va, le virus est le même que celui qui se trouve en Europe. C'est ma première question. Première question. Le même vaccin que de la France à la Guyane, je ne comprends pas. Parce que ici, en Amérique du Sud, il y a de l'humidité, des choses comme ça, et qu'on ne devrait pas avoir le même vaccin, c'est ça? On n'a pas les mêmes climats. Il y a et pourquoi c'est le même vaccin? Bon, très bien. Voilà. Parce que c'est tout simplement le même virus. Il n'y a pas de différence entre le virus qui est en Guyane, celui qui est en Europe. Ou au Japon. C'est le même virus. Et aujourd'hui, les techniques biologiques, qui sont les techniques de séquençage, c'est-à-dire qu'on analyse le matériel génétique du virus, permettent d'affirmer ce sont vite à travers toute la Terre, c'est parce que les êtres humains se déplacent beaucoup et se rencontrent et s'embrassent. On aurait été au XVIe siècle, il aurait mis très longtemps pour traverser l'Atlantique. Mais maintenant, en avion, vous prenez un avion quelque part en Europe et le lendemain, vous êtes en Amérique du Nord ou du Sud. Voilà. C'est pour ça que c'est le monde entier. C'est ça que veut dire une pandémie. Tout va plus vite. Les pandémies de choléra au 19e siècle, elles mettaient 1 an pour faire le tour de la Terre, et maintenant, une pandémie de virus, ça met... Après 24 heures. Voilà, une semaine. Oui, enfin, moi je dis 24 heures. On prend l'avion et on contamine l'autre. Et ce sont même s'il y a eu des ralentissements avec l'épidémie, il faut bien se remarquer, c'est une chose qui est nouveau dans l'espèce humaine, ce sont des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui passent d'un continent à l'autre. Alors, c'est pas exceptionnel. Et même des fruits et légumes, enfin, je veux dire, on achète ces surgelés qui viennent de je sais pas où, on achète des fraises de Saint-Domingue, des tomates de je sais pas où, tout est mondialisé. J'ai toujours dit, consommer local, mes amis, consommer local. Juste avant, chers auditeurs, soyez patients. Justement, j'en parlais d'ailleurs, vous étiez présente dans les studios en disant, mais c'est des discussions partout en France et dans le monde, un vaccin qui arrive aussi vite, les gens se méfient. Après, on prend du recul en se disant, heureusement qu'on ne prend pas 20 ans pour trouver un vaccin, parce qu'à l'époque, la science n'avait pas évolué. Trouver un vaccin aussi vite, docteur, c'est parce que la science a évolué, on sait déjà, on connaît les génomes, ça va plus vite? Il y a eu deux choses. Il y a ce vaccin. Je me suis dit, la science a évolué. Non, c'est pas ça. Mis au point récemment, c'est au cours des 10 dernières années. C'est pas il y a 15 jours.
qui a permis de faire ce nouveau vaccin, mais il y a aussi d'autres vaccins contre la Covid qui passent pas du tout par cette technique. D'accord. Le vaccin chinois et le vaccin russe utilisent une autre technique de virus tué, D'accord. des vaccins plus classiques. Ce qui a été vite, c'est pas tellement la mise au point du vaccin, c'est le fait qu'on a accéléré les phases de tests dans la population. Okay. Et en particulier ce dont beaucoup ont entendu parler, ce qu'on appelle la phase 3, sur à peu près 30 000 personnes. Au lieu de le faire en 2-3 ans, on l'a fait en 3 mois. Il y a eu beaucoup de volontaires, en fait. Voilà. Il y a eu beaucoup de volontaires. Voici la réponse. Ça a été très facile pour les laboratoires de trouver des volontaires. Voici la réponse. 25, 76, 25. La réponse aux sceptiques. Hein. Oui, en tout cas, ça a permis d'accélérer les choses. Mais ça, c'est parce qu'il y a des spécialistes qui sont passés sur des grandes chaînes de télévision dans l'Hexagone, des médecins, pour dire on n'aura pas le vaccin avant 2 ou 3 ans. Donc ça met en doute bien sûr la population. Vous avez apporté la réponse ici en Guyane, c'est génial. Oui. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Gilles, tu parlais tout à l'heure des chiffres. Oui. Et Mme Debord, justement, donc elle a dit pour le chiffre du jour ou d'hier, je ne m'en rappelle plus, on était à 103, ce qui est énorme. Oui, c'est beaucoup, oui. Il y a quand même une question que beaucoup de personnes dans la population se posent. C'est que quand on regarde en fait les chiffres de l'ARS et de la préfecture, on est toujours à plus ou moins, et souvent, et c'est plus régulièrement moins 10% qu'au-delà. Il y a une centaine de tests, va avoir une vingtaine de personnes. Là, on a remarqué que ces derniers temps, le nombre de tests, il a énormément augmenté. On est à plus de 1000 et on est toujours à moins 10%. Donc, on se demande, mine de rien, c'est un ressenti. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, réellement? On nous parle justement comme l'a dit madame, on est sur une pente qui est en train de monter. On nous parle à chaque fois de gravité, mais la proportion, elle reste toujours minime, en tout cas dans notre esprit. Donc, est-ce qu'elle pourrait nous répondre clairement, en fait, dessus? Et justement, par rapport à tous ces chiffres-là, quelles sont aujourd'hui les zones principales de contamination? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est dans la cité? Est-ce que c'est à l'école, au travail et autres? Parce que là encore, on se pose des questions sur l'intérêt du couvre-feu qui existe. À un moment où personne ne circule trop, contrairement à un moment où il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent, le monsieur disait, on se rencontre, on s'embrasse ou pas. Et puis, dernière chose, est-ce qu'on pourrait répéter, parce que je pense que ça n'est peut-être pas compris par tout le monde, l'utilité en fait du masque. Surtout le masque que vous avez, enfin vous êtes tous sur le plateau avec un masque, le masque chirurgical, parce que on nous a beaucoup vendu ça comme quelque chose qui va nous protéger. J'ai pas l'impression que ça empêche effectivement d'attraper ce fameux virus. Donc moi, de ce que j'ai compris, c'est plutôt pour empêcher la volatilité, enfin de postillonner sur les autres. Mais dans les comportements, beaucoup de personnes ont plutôt l'impression, je mets mon masque, je me protège. Tu vas devenir médecin, Zadkiel. C'est pertinent. Si on la laisse répondre. Merci. Merci Zadkiel. Quelques mots sur le taux de positivité. La pente dont je vous ai parlé, on est donc en train de monter. On est dans une pente qui monte. Oui. Elle monte quand même pour le moment encore moins vite que la pente qu'on avait au mois de juin. Ouais. Au mois de juin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai-juin, un jour on avait 20, le 3 jours après on avait 40, 4 jours après on avait 80, Absolument. 4 jours après on avait 160. Oui. Si vous vous souvenez un peu des chiffres, ce qu'on appelle le temps de doublement, bien sûr. Le nombre de jours entre 20 cas et 40 nouveaux cas, ce temps il était très court. C'est aussi ce qui a mis en très grave tension le système de santé guyanais, parce que tous les patients sont tombés malades en réanimation en même temps. Là, la pente elle monte, mais elle monte un peu moins vite, grâce certainement aux mesures barrières qui sont mieux respectées, je ne sais pas, grâce peut-être aussi au fait qu'il y a déjà des gens qui ont été contaminés, donc qui ne se recontaminent pas tout de suite. On ne sait pas, on sait pas encore, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais en tout cas, le nombre de cas, il double, lui, comme la fois précédente, mais sur une durée beaucoup plus longue. Et du coup, les patients ont le temps de sortir de réa avant que de nouveau entrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a que 5, on vient de me dire 4 patients en réanimation, il y en a un qui est sorti. Oui. J'espère qu'il est sorti en bonne santé. On espère tous. Et du coup, les patients qui sont rentrés il y a une quinzaine de jours en réanimation, depuis, ils en sont sortis. Donc, on n'a pas cet effet d'accumulation d'un seul coup, d'un nombre de personnes qui vont pas bien.
qui tombent de lit très très vite en plus, parce qu'ils rentraient tous, ils n'avaient pas encore le temps de sortir que d'autres rentraient. Là, comme on a un temps de doublement des cas qui est plus lent, c'est beaucoup plus supportable pour le système de santé, grâce certainement aussi aux mesures de couvre-feu et tout ça, et puis de tests certainement aussi, parce qu'on teste sûrement bien plus. Bien plus, oui. Donc les gens savent quand ils sont positifs, ils sont plus nombreux à le savoir, et du coup ils sont plus nombreux à prendre les mesures qu'il faut. Absolument. Quelque part, on est pour le moment, en tout cas, notre deuxième vague, on a démarré notre deuxième vague, le démarrage de cette deuxième vague se passe mieux que le démarrage de la première. Parce qu'on a appris des choses. C'est ça, on a du recul. Elles ont aussi peut-être évolué par ailleurs. On ne saura tout ça qu'à la fin. Et puis, on n'a pas non plus forcément encore le variant du Royaume-Uni qui est arrivé. Donc, les choses, elles peuvent changer très vite. Oui, ça va. Mais pour le moment, il n'y a pas une surcharge à l'hôpital parce que justement, les cas augmentent, mais de façon un peu plus lente qu'au mois de mai-juin. Merci. Alors, oui, docteur Gazin. Alors, je disais juste à nos auditeurs, ceux qui sont en attente, vous allez tous passer. Merci de votre patience. Je vois le temps d'attente. Un auditeur d'abord, docteur Gazin. Pour le masque. Bon, allez-y. Les masques, c'est pour les deux fonctions. C'est pour se protéger soi-même. Et protéger l'autre. Bien sûr. C'est les deux. On ne peut pas dissocier les deux choses. Ça protège vous et ça protège votre entourage. 25 76 25. Allô, bonjour. Les 3 derniers appels, malheureusement, parce qu'après, vu l'heure. Allô. Oui, allez-y. D'accord. Je ne sais pas si la question a été posée pour nous deux, pour vos deux invités. Est-ce qu'ils vont se faire vacciner? Sans réfléchir. Et moi, je suis vieux, donc je passerai avant vous autres. Alors que moi, je suis jeune, je passerai après. Est-ce que ça vous rassure, chères auditrices, Ils disent oui à la radio, mais on fera des photos. On va filmer, on va faire un live. Voilà, c'est ça. On va faire un Facebook live. On va faire en public, je dirais. En Facebook live. On va réserver l'ample. Parce que. Mais il ne faut pas cacher la main. Il faut vraiment qu'on voit la seringue rentrer, c'est ça? Exactement, parce qu'ailleurs on voit les présidents. C'est pour ça que je dis ça. Qui se font vacciner. Le nôtre pas encore. Donc, il est jeune aussi. Et puis il a déjà fait la maladie il y a 3 semaines, donc on va pas le vacciner, mais on va vacciner, je sais pas, son épouse. Oui, plus âgé, ou le ministre des Affaires étrangères, qui est pas tout jeune. J'ai une autre question aussi pour les gens qui sont, les personnes qui sont qui font des allergies, qui sont asthmatiques. Je crois qu'il y a ils n'ont pas le droit, je crois. Ah non. Pour ce vaccin. Je crois qu'il ne. Il va répondre, docteur Gazin va répondre. Non. Alors, l'asthme n'est sûrement pas une contre-indication. Et les diabétiques aussi, systématique à la vaccination. L'asthme, la plupart du temps, on est allergique à des poussières, des substances végétales qui entraînent une irritation des bronches. Donc, c'est absolument pas une contre-indication à la vaccination. Il peut se faire vacciner. Il peut se faire vacciner. Et le diabétique, il doit se faire vacciner avant les autres. Ah, d'accord. Il est fragile, le diabétique. Il est fragile à tout. D'accord. Mais ce que j'avais entendu avec M. Kazanji, c'est pas ce qu'il disait. Ah bon? Oui. Ne mettez pas nos médecins les uns contre les autres. C'est pour ça que j'ai voulu poser cette question à ce médecin. D'accord. Après, dans tous les vaccins, on peut avoir une réaction allergique plus ou moins fréquente. Il avait dit que pour ce vaccin-là, il fallait pas que ceux qui étaient asthmatiques le prennent. Non, c'est tout le contraire. Non, c'est le contraire. Alors là, vraiment. On va lui passer un petit coup de fil. En plus, il a eu la Légion d'honneur, donc attention. Oui, mais il l'a dit dans votre émission en plus, Monsieur Vernier. Bon, mince alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 25 60. Bon, au moins la réponse est claire. Aujourd'hui, 25 76 25. Allô, bonjour. 2 derniers appels. Oui, allô. Allô. Oui. Et allez-y, vous êtes en direct. Et vous êtes arrêté de faire mon père qui est des bêtes comme ça. Explique-toi, mon ami. Et mon moment passé en dingue. Et madame a récupéré, il récupérait 60. Ah ben, on est content. Et moi fier. Et moi j'ai 50 et ça là n'a moi 51 ans. Ça qui parle crée. Pas qu'à crée. Ça qui le crée qu'à crée. Mais à moi fier. Et madame a passé plus de 60 moi, j'ai 75 ans. Il récupérait. Eh ben, on est content. Et jusqu'à dire, quand on m'a dit,
Mon cher auditeur, 25 76 25, dernier appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. Donc, ma question, les Guyanais seraient-ils plus résistants? Pourquoi? Je m'explique. Bonjour. Pourquoi? Je m'explique. Dans mon entourage, j'ai eu pas mal de personnes qui ont été positives. Et une petite grippe, le nez qui coule, et c'est fini. Et après, au-delà de ça, pour ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie, on a eu 71 décès quand même. On peut dire que, on peut dire qu'on est pas mal quand même sorti. Donc, est-ce que il n'y aura pas une résistance guyanaise? Guyanaise. Bon. Je parle de ce que je connais. Oui, bien sûr. Quand on regarde les infos, ça fait peur. On regarde les infos, les réa, les gens limite qui tombent de partout. Tout à l'heure, vous avez parlé de virus. Je vais un peu élargir. Allez-y. Alors, on a la dengue en Guyane. C'est un virus, on est d'accord. Je crois fermement. Hein, oui. Zika, chikungunya. La fièvre jaune. Ok. Covid-19. Donc, paludisme, c'est un parasite, le paludisme. Donc, on a tout ça en Guyane, quand même. Et quand même, je pense que, ayant tous ces virus-là, peut-être que c'est moi. Je vois ce qu'il veut dire. Peut-être que les Guyanais, les gens qui habitent en Guyane également, sont confrontés à tout ça. Peut-être que ça a créé des anticorps. Une immunité croisée, quoi. Bon, on les laisse répondre. Mais c'est une question intéressante parce que c'est des questions quand on entend dans des familles, dans des repas. Donc là, voici la réponse. Bon, il y a une réponse très simple. L'âge médian dans l'Hexagone, c'est 41 ans. L'âge médian en Guyane, c'est 25 ans. Déjà, la population étant très jeune par rapport à une population de l'Hexagone, des pays européens en général, il y a beaucoup moins de malades en proportion. Première réponse. Ça, c'est même pas discutable. Après, il y a effectivement... Alors, aujourd'hui, les Guyanais, ils sont pas tellement soumis au virus. Bien sûr, il y a le dingue qui est passé, tout ça, mais c'est pas une situation catastrophique. Et puis, le paludisme, pour l'instant, on l'a mis de côté pour presque tout le monde, donc tant mieux. Mais effectivement, peut-être que la forte agression qu'on peut subir de maladies infectieuses tout au long de sa vie, et je pense surtout ce qui se passe en Afrique au sud du Sahara, peut expliquer en partie le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, au sud du Sahara, pas le Maghreb, au sud du Sahara, le virus circule, mais les malades ne sont pas très nombreux. Bon, il y a d'autres problèmes, il peut aussi y avoir des malades qu'on n'a pas diagnostiqués, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas enregistrés. Mais c'est vrai que d'être dans un environnement très agressif en termes de maladies infectieuses, bactéries, virus, parasites, peut-être favoriser la résistance à ce virus, comme parce que la population connaît déjà le virus de la fièvre jaune. Mais il ne faut pas s'amuser à titre individuel à tester le chose. C'est pour ça que je dis ça. Ce d'autant que, certes, on a un territoire beaucoup plus jeune et donc moins de formes graves par rapport au nombre à la quantité de population, mais beaucoup plus de comorbidité, beaucoup plus de personnes en surpoids, vous l'aviez dit au début, diabète. Donc attention. Et donc, c'est malheureusement la preuve que non, on n'est pas plus résistant, au contraire, on est plus fragile. On est plus fragile. C'est une question intéressante parce que du coup, on entend beaucoup ça dans les familles. Merci d'apporter cette réponse. Je regarde l'heure. C'est déjà presque la fin. C'est déjà la fin de notre émission. Une dernière question comme une conclusion, un dernier message pour la population guyanaise, Clara Debord, et une question également, comment convaincre les sceptiques qui ne veulent pas se faire tester? On rappelle que le vaccin n'est pas obligatoire pour l'instant. Pour se faire vacciner, pardon. Comment convaincre les sceptiques qui ne veulent pas se faire vacciner? Moi, je rêve du moment où on sera suffisamment immunisé collectivement pour qu'on puisse retrouver une vie normale et retrouver notre liberté. Je rêve de retrouver ma liberté et je rêve que la Guyane retrouve sa liberté. Vous avez un dernier message, docteur Gazin? Celui qui ne veut pas être vacciné ne sera pas vacciné. C'est sa responsabilité individuelle, personnelle et éventuellement au sein de sa famille, de ses responsabilités dans son groupe familial. Très bien. Vous ferez vacciner dès que les vaccins arrivent, moi, tout de suite. Vous faites une vidéo plutôt. Je vous l'envoie. Une vidéo comme ça.
mettre sur l'heure et pour donc vous. dans le bras. Donc on peut faire une vidéo. Absolument, absolument. Et quand ça sera l'heure pour vous, Bien parce sûr, qu'apparemment avec ça va plaisir. rassurer la population guyanaise. Écoutez, si ça peut rassurer. Que Clara Debord mais se même fasse si vacciner. ça les rassure pas, de toute façon. Vous je le allez ferai. vous faire vacciner. Ouais. Très bien. Merci en tous les cas d'être passé, franchement, et d'avoir apporté toutes les réponses à toutes les nombreuses questions sur le Facebook Live et également sur le 25 76 25. Merci d'avoir apporté des réponses claires. Vraiment à nos auditeurs, on en avait besoin. Rendez-vous demain, mes chers auditeurs, avec cette fois le recteur Alain Ayang-Le-Kama. On va parler de cette fameuse rentrée du 4, mais plein d'autres questions également autour de nos élèves. Clara Debord, directrice générale de l'ARS Guyane, merci. Docteur Pierre Gazin, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est le moment de voyager avec la Hora Latina. Retrouvez Pedro tous les lundis soirs de 19h à 21h à Pucar sur Radio Pays. Les fêtes, Comax vous propose la bouteille